Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Les 7 sages qui rejettent la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une loi qui a été votée en juin dernier malgré les contradictions liées à certains articles, notamment de convoquer des magistrats à l'hémicycle. Et c'est sans surprise pour le député Théodore Monteil et le constitutionnaliste Mounir Roussi que vous entendrez dans ce journal. À suivre, le nouvel attelage du bureau de l'APR, des jeunes cadres reprennent la main sur une formation politique en perte de vitesse. Ils promettent un combat dans le respect de la démocratie. Ils sont plus d'1 million de Sénégalais en état de crise alimentaire. L'alerte est donnée par le Conseil national de sécurité alimentaire. Ce vendredi, zoom sur la famille d'Anfaha au quotidien extrêmement difficile, alors que le Premier ministre Ousmane Sonko exhorte les jeunes volontaires au service du développement agricole à Thiès à participer activement à la souveraineté alimentaire. Et puis le Sénégal salue la décision de la France qui va reconnaître l'État palestinien à l'instar de l'Arabie saoudite et d'autres États. Cela au moment où Washington et Tel Aviv rejettent la décision. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Le Conseil constitutionnel rejette la volonté pour l'Assemblée nationale de convoquer des magistrats. Les 7 sages fondent leur décision sur plusieurs articles jugés contraires à la Constitution. D'autres avaient déjà signalé une brouille constitutionnelle au cas où la loi aurait trouvé écho favorable auprès du Conseil. Synthèse avec Aminata Maresso. Convocation de magistrats à l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel dit non. Les sages du Conseil constitutionnel se fondent sur les articles 56 alinéa 2, article 60 alinéa 6, article 111 alinéa 5 et article 134 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour le Conseil constitutionnel, ces articles sont contraires à la Constitution. Depuis l'agitation de cette question, des juges s'étaient levés pour dénoncer des irrégularités, mais également parler d'un brouille constitutionnel que pourrait constituer la convocation de magistrats par l'Assemblée nationale. Dans sa délibération, les juges du Conseil constitutionnel considèrent que ces articles pourraient porter atteinte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs avec une immixtion du pouvoir législatif dans celui judiciaire. Ces articles prévoyaient, entre autres, la possibilité pour le Parlement de convoquer des magistrats en commission d'enquête parlementaire. Un second revers pour la majorité parlementaire. En avril 2025, le Conseil constitutionnel avait tranché en faveur de l'opposition. Le Conseil constitutionnel avait alors déclaré contraire à la Constitution l'article 1er de la loi interprétative visant à encadrer et clarifier les modalités d'application de la loi d'amnistie générale. Ce rejet par le Conseil constitutionnel de la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'est pas une surprise selon l'ancien député Théodore Monteil. Le voici au micro de Ibrahim Khan. Dès que le texte a été disponible, j'ai dit ici dans une émission à la TFM que cette loi, si elle est votée, elle sera rejetée par le Conseil parce qu'il y a des dispositions qui sont contraires à la Constitution. La première disposition contraire à la Constitution, c'est cette histoire de commission d'enquête où on dit que les députés peuvent contraindre n'importe quel citoyen à venir répondre à une commission d'enquête. Les députés ne disposent pas de la force publique. Ils ne peuvent pas demander à un policier d'aller chercher un magistrat. Ce n'est pas possible. Le magistrat, c'est le chef du policier. Vous voulez demander à un policier d'aller chercher un magistrat pour vous l'amener? C'est le monde à l'envers. Au contraire, c'est le magistrat qui dispose de la force publique. Ils disent dans leur réforme qu'on peut pouvoir interroger un député ou l'entendre sans lever son immunité parlementaire. C'est complètement contraire à la Constitution sénégalaise. Donc, ce n'est pas étonnant que le Conseil ait rejeté ces dispositions. Et il y en a d'autres. Dans l'alinéa 6 de l'article 111, où on parle de la déchéance de la radiation du député, ils l'ont modifié en y introduisant un dispositif qui n'est pas conforme à la Constitution. Tout ça, le Conseil l'a rejeté. Maintenant, comme je le dis, quand on est législateur, il faut qu'on sache qu'on n'est pas légisticien. Un législateur n'est pas forcément un spécialiste de la loi.
Autre réaction après celle de l'ancien député Théodore Monteil, le constitutionnaliste Mounir Roussi. Il conforte la thèse avancée par le Conseil constitutionnel. Pour lui, le vœu de la majorité parlementaire n'est pas conforme aux textes qui régissent notre Constitution. Le voici au micro de Chérif Dia. La nouveauté que voulait la majorité parlementaire actuelle, à savoir par exemple, au niveau de la loi organique alinéa 2 de l'article 56, l'article 56 voulait que la commission d'enquête, selon les besoins, convoque, n'est-ce pas, un magistrat pour éclairer, avoir des éléments dans la procédure judiciaire, dans la procédure d'enquête. Or, l'article 91 de la Constitution prévoit l'idée selon laquelle un principe fondamental de l'état de droit, c'est de l'indépendance de la justice, qui est un principe, d'ailleurs le Conseil l'a rappelé, c'est un principe fondamental de l'état de droit, qui est même le corollaire, d'après le Conseil constitutionnel aussi, n'est-ce pas, nécessaire à la séparation des pouvoirs. Et là, je cite le Conseil constitutionnel. Donc, l'article 56 de la loi organique, proposé par la nouvelle majorité parlementaire, est contraire à l'article 88 de la Constitution selon le Conseil constitutionnel. Autre aspect de l'actualité, des responsables de l'opposition se sont rendus à la section de recherche pour apporter leur soutien à leur camarade Moussa Mbaye. Ce dernier a été interpellé suite à la plainte du député Cheikh Thioro Mbacké pour des propos jugés outrageants face à ce qu'ils considèrent comme une tentative de musellement. Les partisans de Moussa Mbaye déférés au parquet annoncent un combat juridique. Voici leur porte-parole, Mamor Diouk, au micro de Talla Samb. Concerné qui avait promulgué des propos, donc Moussa l'a répété, donc et voilà, donc il est arrêté arbitrairement à cause de cette répétition-là. Donc nous pensons que nous sommes dans une situation de museler donc les voix discordantes. Donc, et je pense qu'il ne faut pas être érigé à la critique. Donc Moussa ne fait que critiquer donc leur fait. Donc il n'a fait que répéter des choses. Et je pense qu'ils sont en train de museler l'opposition. Donc ils vont en train de museler l'opinion. Et je pense qu'en tant que des jeunes opposants, donc nous devons être debout, apporter notre soutien à notre camarade et frère, donc pour que tout le monde sache que donc on ne peut pas nous museler, on ne peut pas nous mettre à terre, on ne peut pas nous effacer comme l'avait dit le Premier ministre. Nous vous le disions en titre, la jeunesse au service de l'APR, l'Alliance pour la République, après quelques réaménagements faits par le leader de l'Alliance pour la République, Macky Sall, un repositionnement stratégique aux yeux de l'analyste politique Amadou Diouf, une volonté aussi de reprendre la main sur une formation politique en perte de leadership. Le nouveau coordonnateur national de la cellule Analyse et Perspective promet de porter le combat dans le respect de la démocratie. Le voici. Plutôt, c'est une synthèse signée Maïmouna Ndiaye. Macky Sall redistribue les rôles au sein de l'Alliance pour la République, une bataille de génération selon l'analyste politique Amadou Diouf. Pour remplacer ces jeunes, le président Macky Sall a jeté son dévolu sur pour remplacer ceux qui sont partis. Le président Macky Sall a jeté son dévolu sur les jeunes. Et ça la particularité. Macky Sall part-il donc son retrait complet de l'APR ou bien part-il son retour? Ce sont les deux questions qui aujourd'hui carottent les esprits et sont devenues sur des jeunes pour permettre d'avoir donc une bataille intergénération, une bataille de génération, pour être précis. Donc la bataille se fera dans la génération. Voilà, parce qu'entre les Ousmane Sonko, les Pape Malick Ndour, les etc., donc les Anne, ils sont de la même génération. Donc, ils parlent à peu près le même langage et ils partagent la même époque. Donc, ça aussi, c'est une lecture à faire. Donc, mettre en place des jeunes face aux tenants du pouvoir, qui sont également des voilà une lecture qu'on pourrait avoir. Mais en somme, il
faut dire que le président Macky Sall est aujourd'hui en train de vouloir que l'APR puisse lui survivre. Pour Hamidou Anne, nouveau coordonnateur national de la cellule Analyse et Perspective, cette restructuration est loin d'être une simple refonte. C'est une stratégie non pas pour faire face seulement à Pastef. Bien entendu, le premier rôle de l'opposition, c'est de faire face au pouvoir en place, de s'opposer de manière radicale, mais aussi de manière responsable, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux politiques publiques qui sont mises en œuvre. Et comme nous le voyons, après 15 mois d'exercice du pouvoir, ils n'ont posé aucune pierre, ils ne sont que dans la déstructuration du tissu économique, que dans la régression économique du pays, mais aussi dans le discrédit de sa diplomatie, mais également de sa ruine morale. Donc nous nous opposons certes au PASTEF et dans ce cadre-là, nous réformons notre parti, mais pas seulement. Nous sommes dans une entreprise de reconquête républicaine. C'est dans ce cadre-là que nous réformons l'appareil, l'outil politique qu'est l'APR, mais aussi nous allons davantage discuter avec nos bases dans le pays, mais aussi dans la diaspora. Cette réforme, cette restructuration est faite certes pour s'opposer, mais aussi pour proposer un véritable projet alternatif et transformateur pour 2029. Avec cette reconfiguration, le fondateur de l'APR montre sa volonté de se repositionner et de reprendre la main sur une formation politique en crise de leadership, selon nos interlocuteurs. Plus d'1 million de Sénégalais issus de 9 régions du pays sont actuellement en état de crise alimentaire. L'alerte est donnée par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Tambacounda n'est pas en reste dans cette crise. Cependant, notre correspondant est allé à la rencontre de la famille d'Anfakha. Nous voici avec Mamadou Diouf. Cette situation que vit Tunko et Habib vient appuyer l'alerte faite la semaine dernière par le secrétariat exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire. Selon eux, 1,2 million de Sénégalais vivant dans 9 régions du pays sont actuellement en état de crise alimentaire. Une situation bien présente à Tambacounda. Mamadou Diouf, dans cette situation de crise alimentaire, la transition est toute trouvée pour parler des volontaires au service de développement agricole. Ils sont au nombre de 1000 formés au camp militaire de Thiès. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé à la cérémonie de la première promotion. Il exhorte les jeunes à être des hommes de terrain pour participer justement à la souveraineté alimentaire. Voici le Premier ministre Ousmane Sonko au micro de Cheikh Anta Diop. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a fait le choix d'un volontariat inclusif, accessible à tous les âges, à tous les profils. Un appel à candidature nationale, ouvert et public, qui a permis de recueillir près de 3000 candidatures en ligne pour aboutir à la sélection de 1000 jeunes Sénégalais, dont 250 femmes. Vous avez été formés et vous allez continuer à être formés pour être des acteurs de terrain, des relais de l'État, des facilitateurs du changement, des modèles de ce que devrait être l'engagement de la jeunesse pour la construction de notre pays. Vous serez déployés dans les terroirs agricoles, dans les villages, dans les zones de production. Vous y jouerez un rôle essentiel en partageant et en propageant le civisme et la citoyenneté à travers les organisations paysannes et les coopératives locales, à travers le conseil agricole de proximité adapté aux réalités locales. Mais vous devez faire encore et toujours plus dans la nouvelle approche du volontariat institutionnel que nous voulons expérimenter. Vous êtes en effet les pionniers. Vous avez su répondre à l'appel de la patrie. La patrie ne vous oubliera pas. C'est ainsi un moyen pour renforcer l'employabilité des Sénégalais en général et de notre jeunesse en particulier. Le volontariat est un acte patriotique fort, un don de soi pour la nation. En lançant cette cohorte 2025, nous faisons ce pari sur l'avenir. Le Sénégal regorge de talent, de forces vives, de cœurs prêts à servir. Ensemble, faisons du volontariat un pilier de notre développement solidaire et surtout inclusif. Ensemble toujours, ensemble, nous irons très loin. Parlons santé à présent avec le besoin d'un hôpital de 3 niveaux, niveau 3 plutôt, exprimé à Kolda. Les populations de Fouladou et celles de la sous-région rallient la structure sanitaire alors que la capacité d'accueil en lit est de seulement 193, suivant les propos de Fallounian. Il est le directeur de l'hôpital au micro de Abdoulaye Diallo. Parce qu'on a des capacités d'accueil en moyenne de 193 lits, ce qui est largement insuffisant compte tenu des besoins des populations. Donc, il faut une extension des services
Et au besoin même, peut-être, Kolda bénéficiera d'un autre hôpital de niveau 3 au niveau de la région. Le centre hospitalier régional de Kolda, c'est un établissement public de santé de niveau 2, qui est le seul hôpital de la région de Kolda. C'est un hôpital où, naturellement, il y a eu des défis que nous connaissions tous. Mais avec l'appui de l'autorité du particulièrement de M. le ministre de la Santé, c'est un hôpital qui actuellement est en train quand même de donner une satisfaction aux usagers. Aujourd'hui, on a eu des spécialistes, plus d'une dizaine de médecins spécialistes que l'autorité a bien voulu nous envoyer. Cette politique nous a permis de monter en puissance en matière d'augmentation de l'offre de soins, mais surtout d'asseoir une souveraineté sanitaire au niveau de la région. Parce que comme vous le savez, c'est une région extrêmement importante et éminemment stratégique sur le plan géographique. Donc, je peux en citer des services comme la cardiologie, vraiment qui est en train de monter en puissance. On n'en avait pas. Actuellement, Kolda dispose de 2 médecins cardiologues. On a des médecins endocrinologues, métaboliques. Endocrinologues, c'est des médecins qui sont un peu spécialisés dans tout ce qui est traitement du diabète et des maladies endocriniennes. On a un dermatologue, on a récemment un neurochirurgien, des médecins anesthésistes, des ophtalmologues, vraiment un panoplie de spécialités. Comme vous le connaissez tous, on a un neurochirurgien, un nouveau service de neurochirurgie qui a démarré ses activités. Le club CEDEAO de l'Université Alioune Diop de Bombay appelle de toutes ses forces à la reprise du dialogue et à des retrouvailles entre l'AES et la CEDEAO. Les deux institutions communautaires ont déjà amorcé un travail commun sur la sécurité et l'économie. Aux grandes dames du club, voici Pape Ndikel Samb, président du club CEDEAO de l'Université Alioune Diop, au micro de Babacar Diouf. Optimiste de la retrouvaille entre la CEDEAO et l'AES, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait entre les deux institutions. Déjà, on avait vu un communiqué de la conférence des États et de gouvernement de la CEDEAO qui nous informait d'une rencontre qu'avait tenue donc cette conférence et l'AES. Et là, c'était juste pour avoir des pistes de solutions, pour régler ensemble les problèmes d'instabilité que notre sous-région est en train de traverser. Le groupe intergouvernemental africain de lutte contre le blanchiment d'argent, c'est une organisation qui est censée lutter tout ce qui est fraude et de blanchiment d'argent, que les États de l'AES, à citer le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont déjà adhéré à cette institution comme non-membre de la CEDEAO. Mais tout ça, c'est une avancée parce que ça nous montre qu'aujourd'hui, il y a une certaine proximité entre les deux institutions et qu'il y a la volonté des deux institutions à travailler en concert pour ensemble trouver des solutions aux préoccupations du peuple. Et j'en avais dit que malheureusement, parfois, ce qui pose problème, c'est qu'il y a une campagne de manipulation, de désinformation qui existe dans les réseaux sociaux. La contribution estudiantine, comme vous l'avez vu, c'est essayer de trouver des cadres de réflexion aux autorités permettant de venir travailler sur chaque problème de l'heure. Dans ce registre universitaire, nous recevrons en fin de journal le professeur Djiwad Sondel, président de l'université suisse. Ce sera après cette édition et nous parlons de la France qui reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain. Selon le site officiel du gouvernement français, c'est une décision historique, reflet d'une diplomatie longtemps tiraillée entre soutien à Israël et défense des droits palestiniens. Emmanuel Macron espère une décision collective au sein de l'Organisation des Nations Unies. Tel Aviv et Washington rejettent la décision et minimisent l'impact. L'Arabie Saoudite, le Sénégal et d'autres États saluent l'initiative de la France. Rappelons que depuis l'escalade le 7 octobre, des milliers de Palestiniens sont morts à Gaza, dont des bébés. Et nous parlons de l'actualité sportive avec le candidat sortant à la Fédération sénégalaise de football. Il était à Saint-Louis. Maître Augustin Senghor a démarré sa tournée dans le nord du pays qui occupe une place importante dans le football national. Le candidat au poste de la présidence de la Fédération sénégalaise de football promet de soutenir le football au niveau local qui manque d'infrastructures sportives. Maître Augustin Senghor, au micro de Ousseynou Diop. De l'environnement de nos équipes nationales, la tenue de compétitions régulières et uniformes sur l'ensemble du territoire sénégalais, etc., etc. Et donc, c'est justement parce que j'ai fait autant de temps que je me sens à même d'être celui qui peut porter les échéances du futur
qu'elle soit proche, parce qu'il y a des échéances, quand je dis proche, c'est la proximité immédiate, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est la CAN, mais derrière aussi il y a d'autres projets d'envergure comme le Stade Demba Diop. Il y a aussi une autre vision qu'on doit donner de notre football professionnel, que je suis censé apporter. Et je pense aussi que, parce que j'ai été là depuis longtemps, le volet sensible dont tout le monde parle, qui mieux qu'un président qui pratiquement, certainement, est à ces dernières années, pour porter une révision de nos statuts et de nos textes que moi-même. Je pense que tout ça fait qu'au contraire, je suis le candidat parfait. Voilà qui met un terme à cette précédente édition réalisée par Jean-Pierre Da Silva, Mamadou Fall, bien sûr, et Fatima. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour l'invité du soir.